Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sarah Peillon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la nouvelle référente de LREM dans l'agglomération. Aujourd'hui, c'est le vote pour l'élection du président d'Interpol. Est-ce que la France peut accepter que ce soit le général tortionnaire Ahmed Nasser El Raïssi qui soit élu président, même si on vend beaucoup d'armes aux Émirats arabes unis ? C'est toujours des questions très compliquées. Je pense que la France n'a pas à décider seule de ce genre de nomination. On en parle parce qu'effectivement, le siège mondial d'Interpol est à Lyon et que forcément, on se pose la question du positionnement de notre pays. Elle pourrait s'y opposer. Elle pourrait s'y opposer, mais vous savez très bien que les questions diplomatiques sont jamais aussi simples qu'elles ne paraissent du point de vue du citoyen. Et il y a un certain nombre de négociations et de discussions qui sont en cours et auxquelles vous et moi n'avons pas forcément accès, que nous ne nous appartient pas non plus de connaître forcément dans les détails. Moi, j'ai confiance dans les pouvoirs publics de mon pays pour faire le nécessaire pour que les instances dont le siège est en France aient un choix de gouvernance qui corresponde aussi à nos directions en matière de politique étrangère. Mais pas forcément à nos valeurs. Ça, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont... Il n'y a pas que moi qui trouve que Ahmed Nasser El Raïssi n'incarne pas les valeurs de la République et de la démocratie. Oui, mais il y a un certain nombre de personnes qui n'incarnent pas forcément nos valeurs et qui dirigent des instances dans notre pays. Et la France n'a pas forcément son mot à dire sur toutes les nominations. En tout cas, elle n'a pas une voix qui pèse plus que d'autres sur ce genre de nomination. Donc voilà. le parti majoritaire n'a rien à dire sur les abus de notices rouges qu'on peut constater régulièrement, comme encore cet été, quand des notices rouges ont été envoyées par la Chine contre des réfugiés politiques ouïghours qui étaient dûment reconnus comme tels et qui font l'objet d'une persécution via Interpol. Moi, j'ai échangé avec nos parlementaires qui eux-mêmes échangent avec le ministère. Moi, je fais complètement confiance à nos pouvoirs publics pour avoir pris les décisions de manière construite et concertée avec notamment nos partenaires européens pour que les choses soient faites de manière la plus concertée possible. La France toute seule ne peut pas décider pour la nomination du président d'Interpol et elle est forcément faite de manière plus horizontale que ce qu'on pourrait parfois souhaiter. Mais sur le respect des droits de l'homme, du coup, vous bottez en touche. Non, mais je botte en touche. On a la même discussion à chaque fois qu'on reçoit un certain nombre de représentants étrangers. Ce sont les relations diplomatiques, c'est jamais aussi simple qu'on voudrait bien qu'elles le soient en tant que citoyen et observateur. Alors, au sujet, on va vous ramener sur la politique locale. On a beaucoup parlé des divisions dans votre camp entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb. Est-ce que vous souhaitez les voir revenir au sein de LREM aujourd'hui ? Alors, moi, je ne suis pas là pour me préoccuper forcément des individus, mais bien du collectif. C'est-à-dire que toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie d'œuvrer pour la structuration du mouvement et pour la réélection d'Emmanuel Macron sont les bienvenus. David Kimmelfeld, Gérard Collomb, comme d'autres, mais je ne vais pas me fixer sur des individus. Certes, vous m'en parlez parce que forcément, j'étais sur les listes de David Kimmelfeld, je travaille avec des gens qui étaient sur les listes de Gérard Collomb. Nous nous sommes rassemblés, quand je dis nous, c'est à la fois les élus locaux et les marcheurs. Si demain, certains veulent nous rejoindre pour travailler à la réélection d'Emmanuel Macron, ils sont les bienvenus. En revanche, il n'est pas question de reparler des divisions du passé, qui étaient effectivement l'objet d'enjeux locaux. Aujourd'hui, il nous faut absolument être rassemblés parce que sinon, j'ai envie de dire, on peut tous rentrer chez nous si on n'arrive pas à tomber d'accord, au moins sur ce sujet-là. Enfin, quand on est adhérent à l'AREM, il est évident que notre projet des prochains mois, c'est la réélection du président. Et est-ce que pour les adhérents de l'AREM, ce n'est pas finalement un soulagement qu'il n'y ait plus ni Gérard Collomb ni David Kimmelfeld au sein du parti ? Bon, alors, soulagement, je ne sais pas, mais qu'il n'y ait plus de division, oui. Ça, c'est sûr, on le ressent. Il y a une volonté de recoudre qui avait déjà été bien amorcée lors des régionales. Et là, les choses sont en ordre de marche, si vous me permettez l'expression. Et en tout cas, oui, on voit cette volonté commune de passer à autre chose, vraiment. Alors, autre image d'unité cette semaine, c'était le maire de Lyon et le préfet du Rhône, bras dessus, bras dessous, à la guillotière pour afficher le visage d'une coopération en matière de sécurité. Sur ce sujet, la majorité est totalement solidaire de la mairie de Lyon ? Alors, on n'avait pas forcément le même projet pour la guillotière aux dernières élections. Il y avait notamment des aménagements qui étaient complètement différents. La démolition du Clip, le fameux immeuble, vous savez, qui enclave une partie de la place côté 3e. Il y avait le déplacement de la ligne de tramway T1 sur les quais pour éviter justement cette concentration de rassemblement de personnes, cette agglomération de nuisances. Donc, sur les projets pour la guillotière, on n'est pas forcément d'accord. Après, ce qui m'embête, c'est que la guillotière devient un cirque médiatique. On voit que tous les médias nationaux veulent faire leur reportage sur la guillotière comme si on vivait dans un endroit qui était un véritable coupe-gorge, qu'il y ait une concentration de nuisances, que ces nuisances s'aggravent, qu'il y ait vraiment des problèmes et que pour les riverains, ça devienne invivable. Je l'entends complètement. Après, je pense que la guillotière et ses habitants méritent mieux qu'avoir des caméras et des projecteurs braqués toute la journée sur ce territoire. Et
Aujourd'hui, comme vous me parlez de Grégory Doucet, ce qu'on observe, et notamment ce que nous disent les collectifs d'habitants, c'est qu'il y a une concertation qui n'a de concertation que le nom. Les riverains ne sont pas associés aux décisions qui concernent leur territoire, et ça me pose problème. Mais en matière de sécurité, ce qui a été fait ces dernières semaines, vous satisfait? Il y a eu des actions, il y en a toujours. La police est présente, peut-être pas assez, mais on ne peut pas dire que la police est absente du territoire. Mais effectivement, il y a eu un certain nombre d'opérations coup de poing, comme il y a eu par le passé. Mais comme la situation s'aggrave, effectivement, ces opérations de police se multiplient. Je crois que le préfet a parfaitement conscience de la situation et essaye d'arranger les choses. Après, comme les paramètres et les facteurs de nuisance sont multiples, on ne va pas tout régler en une semaine parce que certaines caméras se sont déplacées sur la place. On va rester dans le 7e arrondissement qui est le vôtre. On a appris la semaine dernière que les entrepôts Fagor, qui étaient occupés notamment par Nuit Sonore ou par la Biennale d'Art Contemporain, seraient désormais cédés à un entrepôt TCL pour les nouveaux tramways. C'est une décision qui vous a choqué? Oui, parce que déjà, moi je trouve que c'est une mauvaise décision, mais en plus elle ne correspond pas aux promesses de campagne des écologistes sur le 7e arrondissement. La maire du 7e arrondissement avait bien fait campagne à l'époque pour dire que ce serait un lieu dédié au Made in Lyon, à l'artisanat, pourquoi pas. Elle n'avait jamais parlé du déplacement des activités culturelles, la Biennale d'Art Contemporain, le Lyon Street Food Festival et puis les Nuits Sonores. C'est un lieu qui finalement est au milieu d'un quartier populaire, qui a une tradition, un passé industriel, qui est Gerland, qui est un quartier où les habitants ont travaillé de façon concertée avec les acteurs culturels. Un certain nombre de collégiens ont pu travailler avec les acteurs de la Biennale d'Art Contemporain. Des riverains ont été invités sur certains festivals pour découvrir peut-être des choses qu'ils n'auraient pas découvertes si elles avaient lieu ailleurs que dans leur quartier. Donc je trouve ça très dommageable et surtout ça ne correspond pas du tout aux attentes des habitants du quartier. Il y a déjà une concentration d'équipements d'agglomération. On a le stade, la Altony Garnier, les grandes écoles. Et finalement, on avait envie de faire de Gerland un quartier à vivre, mettre à nouveau un équipement qui ne va pas faire vivre le quartier, un dépôt de tram et de bus qui en plus va générer des nuisances sonores quasiment 24 heures sur 24. Ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'attendent les habitants. Et encore une fois, c'est une décision qui a été prise sans eux et qu'on a découverte dans la presse. Alors, votre première intervention comme référente d'En Marche, on a regardé les communiqués, c'était pour dénoncer une subvention accordée à la CRIRAD, donc pour observer les mesures de radioactivité dans l'agglomération. Qu'est-ce qui vous choque dans cette subvention ? Ce qui m'interroge en tout cas, c'est que les mesures de radioactivité aujourd'hui sont faites par un réseau qui est administré par l'État, qui fait très bien son travail, qui a une transparence en matière de données. Tous les citoyens peuvent consulter ces données en ligne. Le travail est fait. Et là, on arrose là où c'est déjà mouillé, c'est-à-dire qu'on propose d'installer à nouveau des appareils de mesure là où il y a déjà des mesures pour 150 000 € d'argent public, excusez du peu, avec l'idée que les mesures de l'État ne suffiraient peut-être pas. Enfin, il y a une sorte de sous-entendu. Il faut un réseau indépendant qui contrôle. Donc déjà, à l'ère où le complotisme fleurit sur les réseaux sociaux, je trouve ça un peu embêtant qu'il y ait un discours qui sous-entendrait que... La CRIRAD avait été créée à l'époque du nuage de Tchernobyl, oui, bien sûr, nié par l'État complètement. français. Non, mais moi je nie pas que la CRIRAD fait un travail sûrement très sérieux, mais ça reste une association militante qui a été cofondée d'ailleurs par une députée européenne, Europe Écologie Les Verts, et qu'aujourd'hui le président de la métropole et sa majorité Europe Écologie Les Verts versent une subvention non négligeable à une association pour un service qui est déjà rendu par les pouvoirs publics. Donc moi, ça m'interroge quand même, oui, forcément. Donc pour vous, c'est quoi? C'est un financement politique déguisé? Je demande au président de la métropole de nous expliquer, parce que ses réponses aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes. Donc non, ce n'est pas un financement politique déguisé, mais c'est de l'argent public qui pourrait être bien mieux employé. Allez, dernier sujet, on sait que vous êtes l'assistante parlementaire du député Jean-Louis Touraine, ancien socialiste, aujourd'hui La République En Marche. Il n'a pas fait mystère que probablement qu'il ne se représenterait pas aux prochaines législatives en 2022. Et il a souvent dit que vous seriez la personne naturellement désignée pour lui succéder. Est-ce que vous confirmez? Vous serez candidate aux législatives en juin prochain? Déjà, je laisserai Jean-Louis Touraine annoncer sa décision aux médias quand il l'aura prise concernant le fait de se représenter ou pas. Et concernant les investitures pour la majorité présidentielle sur les 14 circonscriptions du Rhône et de la métropole, nous, on est très clair, on ne prendra aucune décision avant le second tour de la présidentielle, dans la mesure où si on ne réussit pas la présidentielle, la législative sera quand même un sujet très accessoire, puisque ça voudra aussi dire que les Français auront choisi un autre président de la République et la dynamique sera complètement différente pour nous. Je ne vous dis pas qu'on n'aura pas de candidat, mais la logique sera complètement différente.
Concrètement, s'il n'y a pas une vague en faveur de Macron aux prochaines législatives, vous n'avez aucune chance de gagner cette circonscription. C'est pour ça votre faible enthousiasme à y aller ? C'est pas ça. C'est que c'est très difficile de faire des pronostics sur les dernières élections. On a eu une abstention massive. Au municipal, vous le savez, l'AREM était divisée sur 2 listes. Donc, moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel sera le score de l'AREM sur cette circonscription comme sur les autres. Mais moi, mon choix se fera pas en fonction de ça. Aujourd'hui, je suis référente. Je travaille sur toutes les circonscriptions de la métropole, sur la 3e comme sur les autres. Et la question des candidatures, pour moi, comme pour les députés sortants et comme pour les personnes qui voudraient être candidates qui ne sont pas députées aujourd'hui, ne se posera pas avant le second tour de la présidentielle. On sait que vous êtes installé dans le 7e depuis longtemps. Vous ne regrettez pas d'avoir un peu viré à droite quand l'arrondissement vire à gauche ? Je ne considère pas que j'ai viré à droite. Mes idées sont toujours les mêmes. Et ensuite, je suis très heureuse de vivre dans le 7e, qui est un arrondissement où il fait bon vivre, quand les citoyens sont consultés sur les décisions qui concernent leur quartier. Sarah Payon, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.